Donc très rapidement, je vais enfoncer quelques portes ouvertes pour commencer à introduire le thème. Vous voyez que ça va être très rapide, donc ne vous inquiétez pas. Donc, commençons. Vous voyez que je suis en train de faire l'introduction, pour le moment je vous apprends rien. Et ensuite, nous aurons Arthur Zapka en terminale ISA qui nous présentera un historique de la cryptographie, parce que ça va beaucoup intervenir au niveau de la cybersécurité. Ensuite, la stéréographie, donc je ne vous dévoile pas tout dessus, mais elle sera présentée par trois autres élèves, Jonathan Comte, Sylvain Garand et Maëlys Doué en SL aussi. Ensuite, un élève de terminale, donc spécialité mathématiques cette fois, puisque c'est dans le thème, vous présentera le chiffrement RSA. Je ne détaille pas tout non plus. Ensuite, trois autres élèves de terminale ISN vont vous présenter comment utiliser le RSA en pratique et à quoi il va nous servir justement dans ce cadre de la cybersécurité. Voilà. Et puis ensuite, moi-même, je vous présenterai une affaire de cours de mathématiques pour crypter, je ne vous en dis pas plus. Mais j'espère que personne ne s'enfuira non plus parce qu'il y a mathématiques dans le mot. Je suis très confiant aussi. Voilà. Donc, ensuite, je pense que nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Lanné qui nous parlera un petit peu d'un retour en pratique, puisque ici ce sera beaucoup de théorie, beaucoup de mathématiques, beaucoup de grandes idées, mais la pratique peut être parfaitement différente de tout ceci. Et puis après un rapide entracte, nous aurons le plaisir d'assister à sa conférence sur la cybersécurité et notamment sur le cloud, que je ne dévoile pas non plus. Voilà. Donc, comme je vous le disais, enfonçons quelques portes ouvertes. Qu'est-ce que la sécurité? Ceci, c'est la sécurité selon un moteur de recherche que je ne nommerai pas non plus. Donc, un cadenas. Alors, je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que la sécurité, c'est quelque chose qui est censé protéger les personnes, protéger leur vie privée, mettons. Vu qu'aujourd'hui, la vie privée peut être sur Internet, ça peut être intéressant aussi de la protéger d'un point de vue informatique. Protéger les États, et puisqu'aujourd'hui les États dépendent aussi de systèmes informatiques, il va falloir les protéger. Et puis protéger nos biens, et de plus en plus avec des biens virtuels comme des comptes en banque, totalement virtualisés, totalement dématérialisés, il va falloir les protéger aussi. Donc l'informatique, ça c'est pareil, une suggestion d'un moteur de recherche parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. L'informatique, elle est partout, alors là je ne me mouille pas trop en disant ça. Puisqu'il y a mon ordinateur qui est juste à côté de moi. Elle n'est pas sûre, je ne mouille pas non plus, puisque mon ordinateur, des fois, m'annonce qu'un virus a tenté de le pirater et que je suis menacé. L'informatique n'est pas sûre parce que elle n'a jamais été faite pour, elle s'est développée de pas à pas en fait. Et puis la sécurité de l'information, vous voyez la fusion des deux images précédentes, toujours avec beaucoup d'originalité. Donc, la sécurité de l'information, ça voudra dire une information qui reste confidentielle. Il faut que je puisse communiquer avec mon voisin sans que tout le monde nous écoute. Ça peut être intéressant pour nous deux. Il faut qu'une information reste intègre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas modifiée. Si quelqu'un se met entre moi et mon voisin pour modifier l'information que je lui transmets, je pourrais être embêté. Et puis, il faut que mon voisin puisse savoir que c'est moi qui lui parle. Donc il faut authentifier l'information. Autant de problèmes que nous allons trouver aujourd'hui et auxquels nous allons nous attaquer, pour lesquels nous allons tenter de voir s'ils peuvent être résolus, si en pratique ça peut marcher, ou si ça ne marche qu'en théorie, qu'en fait en pratique il faut être extrêmement vigilant. Quant aux mathématiques, qu'on annonçait avec beaucoup de joie, n'est-ce pas ? Je soutiens la présence des mathématiques aujourd'hui, pas seulement parce que la semaine des mathématiques se poursuit jusqu'à aujourd'hui, j'ai vérifié d'ailleurs le samedi compte, mais aussi parce que la cryptographie dont nous allons parler fait intervenir les mathématiques de façon, voilà, vous allez voir, à des niveaux très importants, et puis que les ordinateurs les font intervenir aussi. Donc, pas d'inquiétude, nous les verrons apparaître et ce sera tout à fait normal. Et je l'espère tout à fait compréhensible aussi. Voilà, donc quelques questions qui nous restent. Comment sécuriser nos systèmes informatiques, que ce soit mon ordinateur ici, que ce soit ceux du gouvernement,
Est-ce que ce que nous allons faire va être suffisant et est-ce que l'évolution de l'informatique nous menace ou doit être surveillée très près? Voilà. Alors, après avoir posé toutes ces questions sans trop mouiller, je vais laisser la parole à Arthur pour sa présentation. Merci André. Eh bien, déjà, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous présenter un bref historique de la cryptographie à travers les âges. Donc, pour commencer, je vais vous parler de qu'est-ce que la cryptographie. Ensuite, je vais vous parler du principe de Kerckhoff, puis d'exemples de systèmes qui suivent ce principe. Donc, la cryptographie. Dans la cryptographie, on cherche à chiffrer des messages, des textes, afin de les protéger, pour que personne ne puisse connaître ce texte sans qu'il n'ait la clé. Le chiffre, le système de chiffrement, le système cryptographique, le code secret, ce sont souvent une clé de chiffrement, ce sont tous des synonymes. Donc le déchiffrement, quant à lui, on cherche à déchiffrer un texte, c'est-à-dire qu'il est codé et qu'on va vouloir revenir au texte initial. Donc on utilise une clé de déchiffrement et il y a aussi une science qui s'appelle la cryptanalyse qui cherche à déchiffrer ces messages sans avoir la clé de déchiffrement. Donc le principe de Kerckhoff. En 1883, dans son livre La cryptographie militaire, Kerckhoff a écrit un ensemble de règles que doit respecter un système de chiffrement pour être sûr. Donc ce système doit à tout prix être indéchiffrable, du moins en pratique. L'algorithme qui chiffre le message doit pouvoir être divulgué sans risque. La clé doit pouvoir être communiquée, retenue, modifiée facilement, c'est-à-dire que grâce à l'information, on puisse la communiquer sans souci. Cette clé doit être portative, doit pouvoir être donnée à l'utilisateur. Par exemple, certaines clés pour le gouvernement sont souvent transmises dans des mallettes. Ce sont des choses qui sont toutes petites, ce sont de petites clés. Cette clé doit être facile à mettre en œuvre pour déchiffrer le texte. Et Kerckhoff cherchait à chiffrer les messages avec les télégraphes. Donc la clé devait être adaptée à la correspondance télégraphique. Donc voilà. Et désormais, cette clé doit toujours être indéchiffrable. L'algorithme doit pouvoir toujours être rendu public. La clé doit à tout prix occuper peu de mémoire, ce qui est désormais moins un problème car avec les ordinateurs actuels, nous avons peu de problèmes de mémoire. On doit pouvoir mettre en œuvre le chiffrement et le déchiffrement sur un maximum de supports informatiques. Le principe doit être simple et adapté à tout type de transmission. Donc, le chiffre de César. Le chiffre de César, c'est un chiffrement par substitution monoalphabétique. C'est-à-dire qu'on prend un texte, on prend chaque clé qu'on chiffre avec la roue. Par exemple, le A, ici, sera chiffré avec le T. Et ça va nous donner un texte, par exemple, là. Mathématiques, on utilise un décalage de 3. Le A va être transformé en D, le B en E. Et le mot mathématique devient un mot easy. La clé, là, je vous ai parlé de clé tout à l'heure. Cette clé, c'est le nombre 3, car le décalage est de 3 ici. Ici, il sera de 7. Wigner, lui, a compris que le chiffre de César était insuffisant, car très simple à décrypter. En fait, on faisait une analyse fréquentielle, on prenait les lettres qui revenaient le plus, par exemple le E, et on voyait que, par exemple, si le A revenait souvent, ça voulait dire qu'il correspondait au E, et on pouvait déchiffrer le texte. Du coup, il a utilisé un chiffrement polyalphabétique, c'est-à-dire que pour une lettre, on ne va pas associer une autre lettre directement, on va avoir un code. Donc, au lieu de décaler du même rang, on change à chaque fois, c'est un système polyalphabétique. Ici, on cherche à chiffrer le mot mathématique avec le mot-clé cool. Donc, on répète le mot cool plusieurs fois pour qu'il y ait correspondance avec le mot mathématique, qu'il y ait assez de lettres. On voit qu'il y a un décalage, par exemple, de 2 grâce à ce tableau. Ici, le C décale toujours de 2 les lettres. Le G, par exemple, décalera de plus. Et du coup, on se retrouve avec un résultat qui sera incompréhensible aussi. Et on voit que les lettres MA seront chiffrées une première fois par O et O, alors qu'une seconde fois, elles seront chiffrées par A et O. La cryptanalyse du chiffre de Wigner est très compliquée parce qu'on ne peut pas faire d'analyse fréquentielle. On peut repérer en revanche les fragments de texte qui se répètent grâce à un test qui se nomme le test de Kaczynski.
En repérant ces fragments de texte qui se répètent, on peut trouver la longueur de la clé, et une fois que la longueur de la clé est obtenue, on peut la déchiffrer par une analyse fréquentielle, tout comme on faisait avec le chiffre de César. Vernal, lui, a compris aussi que le chiffre de Wiener n'était pas sûr parce que la clé se répétait. Il a donc inventé un nouveau code qui s'appelle le chiffre de Vernal ou le masque jetable. Celui-ci est sûr et c'est le seul système qui soit sûr qu'on ne puisse pas déchiffrer. Car la clé est parfaitement aléatoire, elle est hasardeuse. Si on prend 26 lettres pour utiliser la clé, on a une chance sur 26 que chaque lettre tombe. C'est un hasard. Cette clé n'est utilisée qu'une fois. On la jette à chaque fois et elle est exactement de la même longueur que le texte. Ce qui est très contraignant. Ensuite, les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont inventé la machine Enigma. C'est une machine avec une partie mécanique et des rotors, ainsi qu'une partie électrique composée de piles, de lampes et de connexions. C'est une substitution polyalphabétique complexe, c'est-à-dire que lorsqu'on va appuyer sur une lettre, on va en choisir une autre et celle-ci va faire tourner des rotors et on va tomber sur une lettre qui va être totalement différente. Les Anglais, durant la Seconde Guerre mondiale, ont essayé de déchiffrer cette machine, car on ne pouvait déchiffrer un texte écrit avec la machine Enigma qu'avec une autre machine Enigma. Donc, ces cryptanalystes qui étaient installés à Bletchley Park en 1939 ont utilisé des mots probables dans la langue allemande pour faire des analyses fréquentielles, des fautes commises par les opérateurs, par exemple si la machine était mal réglée, un rotor pouvait ne pas tourner et on pouvait réaliser une analyse fréquentielle. Et ces travaux ont conduit à la mise au point de bombes, ce sont de puissantes machines électromécaniques, et des premiers ordinateurs programmables, les Colossus. Ce sont les ancêtres des calculateurs numériques d'aujourd'hui. Ceux-ci seront déterminants vers la fin de la guerre. Donc, conclusion, quelle que soit la situation, nous sommes dans un cas similaire. Alice cherche à envoyer un message à Bob. F, quant à elle, cherche à déchiffrer ce message. Ils doivent suivre les principes de cryptographie que j'ai énoncés plus tôt, c'est-à-dire ils doivent chiffrer le code, l'envoyer à Bob, Alice doit l'envoyer à Bob, et doit lui communiquer une clé. Comme ça, F ne pourra pas décrypter ce message. Aujourd'hui, pour décrypter un message et pour faire de la cryptanalyse, ce sera une question de puissance de calcul. C'est ce qui a aidé les Britanniques à déchiffrer tous les messages de la machine Enigma à la fin de la guerre, et ça a été très déterminant pour la Seconde Guerre mondiale. Et je donne maintenant la parole à Sylvain, Maëlys et Jonathan. Bonjour, on va vous parler de la stéganographie. Alors, la stéganographie, c'est une manière de protéger ces données également, mais dans le fond, elle ressemble à la cryptographie. Il n'y a que dans la forme qu'elle diffère, étant donné que la cryptographie sert à protéger les données de manière à ce que la protection soit visible, là où la stéganographie, la protection n'est pas nécessairement visible. Alors ça fera l'objet de la première partie. Ensuite, en deuxième partie, on verra comment sont représentées les images de manière numérique. Et ça va nous aider pour comprendre la troisième partie, c'est-à-dire notre programme, qui sera notre projet pour le bac. Donc, si on observe bien cette image, au fond, on voit qu'une image de montagne en niveau gris. Mais en fait, ce que vous voyez sous cette image, c'est donc ce texte. Et si on ne cherche pas à regarder, à chercher s'il y a quelque chose caché derrière l'image, on ne peut pas deviner qu'il y a ça sous nos yeux. Contrairement à la cryptographie, dont le but est de rendre un message incompréhensible, la stéganographie va cacher ce message pour qu'il passe complètement inaperçu. Donc c'est pour ça que la cryptographie, même si le message est intercepté, il faut encore pouvoir le déchiffrer, alors que la stéganographie ne doit absolument pas être interceptée. Donc aujourd'hui sur internet on trouve beaucoup de gros fichiers, donc des images, des sons, des vidéos. Ils sont très volumineux, par exemple une image qui est grande, ou alors elle est petite mais de grande qualité. Et du coup, vu qu'ils sont très volumineux, ils sont plus longtemps à déchiffrer, à voir le message qu'il y a derrière. Et donc pour échapper à la surveillance des autorités, les terroristes ou les pirates, ils utilisent ce procédé de la stéganographie
comme Osama Ben Laden l'a fait après les attentats du 11 septembre, en transmettant ses ordres à travers des fichiers qui se trouvaient sur Internet. Alors, dans le principe, notre programme, on va utiliser des images et des images de différents formats. On va cacher un des deux formats dans l'autre image pour vous montrer un exemple de sécurité stéganographie. Alors, les images sur un ordinateur sont représentées comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont un ensemble de points lumineux et chaque point est codé sur trois valeurs, respectivement le rouge, le vert et le bleu. Et c'est en nuançant ces valeurs qu'on arrive à avoir toute la palette de couleurs. Et l'ensemble de tous ces points vont former les images qu'on peut voir sur Internet. Donc il existe le format PBL, c'est une image en noir et blanc pur, c'est-à-dire soit noir, soit blanc. On associe une valeur à chaque pixel, donc 1 pour le noir et 0 pour le blanc. Il existe aussi également le format PGL, c'est une image donc en niveau de grille. On va coder à chaque pixel 0 pour le noir, 255 pour le blanc, et les autres seront des niveaux de gris plus ou moins foncés. Voilà, ensuite, les images en couleur, comme on a vu dans l'introduction, elles sont codées sur trois valeurs, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Et en associant toutes ces valeurs, on arrive à avoir des images en couleur. Et les images en couleur, on a utilisé les fichiers format PPM qui ont la particularité d'être éditables en mode texte, ce qui nous a permis de créer des algorithmes pour pouvoir les traiter plus facilement. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons cacher une image en noir et blanc dans une image en niveau de gris. Et donc on prend l'image de départ qu'on avait en niveau de gris, que l'on va stocker comme un tableau de nombres de 0 à 255. Et on va prendre cette image du lion en noir et blanc, que l'on va stocker comme un tableau de 0 ou de 1. Et donc pour chaque pixel du paysage, on modifie légèrement sa valeur selon celle du pixel du lion correspondant. Et donc en fait, on modifie le bit de poids faible. Alors pour définir le bit de poids faible, il faut déjà définir ce qu'est le binaire rapidement. Le binaire, c'est une manière d'écrire des nombres. Alors on peut voir... Donc on peut voir le nombre par exemple ici 197, qui en binaire sera traduit par cette liste de 0 et de 1, qu'on appelle respectivement chaque 1 et chaque 0 un bit. Et le bit de poids faible, c'est le bit situé le plus à droite, c'est-à-dire que si on modifie cette valeur, qui va prendre soit 0 soit 1, le nombre en base de 10, donc ici 197, on ne sera modifié que d'une seule unité, c'est-à-dire que là c'est 1. Et si il avait été 0, le nombre aurait été 196. Donc en associant cette valeur des nuances de gris, la nuance de gris 196 et 197 ne peuvent pas être différenciées à l'œil nu. Et c'est là le principe du programme. Donc pour retrouver l'image cachée, il nous suffit de reprendre le bit de poids faible de chaque pixel et ainsi on peut reconstruire l'image en noir et blanc. Donc si on reprend notre image de départ, avant le traitement, donc on voit toujours les montagnes au niveau gris, et après le traitement, on voit aucune différence, alors qu'il y a l'image du lion cachée dedans, mais on ne voit aucune différence. On ne voit pas de différence comme ça. Alors après avoir appliqué notre algorithme sur l'image dans laquelle on avait précédemment caché l'image du lion, on retrouve au final l'image du lion avec un peu un tas de pixels noirs et blancs. Et en fait c'est comme l'image du lion est plus petite que l'image de la montagne, on se retrouve avec comme ça plein de valeurs 0 et 1 qu'on a récupérées qui sont aléatoires mais qui appartiennent à l'image de la montagne, donc qui se situe là à peu près.
Et donc au final, on retrouve bien l'image du lion qu'on avait précédemment codé dans l'image. Si on fait un zoom sur l'image de départ et qu'on la compare à l'image obtenue juste après, on peut remarquer donc en regardant les 2 pixels en haut à gauche, si on prend par exemple le premier, 94, et qu'on traite ensuite avec l'image du lion qui est de 0, on reste sur 94. Alors que si on prend le deuxième pixel qui est initialement de 108 et qu'on lui applique le bit de poids faible 1, il devient impair et donc il devient 109. Et on remarque toujours qu'il n'y a quasiment aucune différence puisqu'on ne peut pas percevoir les nus. Et donc, pour finir, si on ne cherche pas à voir qu'il y a un message derrière un fichier, c'est quasiment impossible à voir qu'il y a quelque chose caché. Donc, il faut vraiment avoir envie de trouver un fichier derrière. Et donc, c'est là toute l'utilité de la stéganographie. Question. À partir du moment où un des problèmes, c'est d'éviter qu'on puisse découvrir le message à cause de la fréquence des lettres, la fréquence des lettres qui est propre à une langue. Est-ce qu'on n'a pas travaillé aussi à partir de l'autre côté, c'est-à-dire par exemple en changeant de langue à chaque phrase ou quelque chose de genre? Je ne comprends pas vraiment la question. Comment? Oui, oui. En fait, non, on ne va pas chercher vraiment à changer de langue. Le but, c'est vraiment d'avoir une personne qui va transmettre un message et que l'autre puisse le comprendre directement. C'est-à-dire que si on parle d'un français à un français, si on veut envoyer un message, par exemple, quand on envoie un SMS, on garde la même langue. Oui, oui, non, mais d'accord. Je veux dire, si dans la clé on sait qu'on change de langue chaque phrase, si ça se sait à l'avance, ça n'apporte Si ça rien. c'est avance, ça n'a aucune importance. D'accord. Il faut réaliser l'analyse fréquentielle quand même. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par une petite introduction. Dans la première partie de la conférence, on a vu quelques exemples de systèmes de chiffrement symétrique. C'est-à-dire que l'information nécessaire pour chiffrer un message est la même que celle pour déchiffrer ce même message. On a vu l'exemple du chiffrement de César avec Arthur. Dans ce chiffrement, la clé de chiffrement est le décalage direct des lettres de l'alphabet, tandis que le déchiffrement est le décalage dans le sens inverse des lettres de l'alphabet. Et ce type de système de chiffrement dit symétrique pose des problèmes de sécurité. Il nécessite notamment de ne pas être intercepté. C'est pourquoi je vais maintenant présenter le chiffrement, la cryptographie asymétrique et voir si elle peut fournir des solutions à ces problèmes de sécurité. Voilà. Alors l'histoire de la cryptographie asymétrique commence dans les années 70 avec le développement de l'informatique par les mathématiciens. Parmi eux, les Allemands Whitfield Diffie et Martin Hellman, qui proposent une première idée du mécanisme de cryptographie asymétrique. C'est-à-dire que l'information nécessaire pour chiffrer un message est différente de celle servant à déchiffrer ce message. Il y a donc deux clés différentes, une clé privée et une clé publique.
Alors, dans la théorie, si Bob et Alice voulaient s'envoyer des messages, enfin plus particulièrement, plus précisément si Bob voulait envoyer un message à Alice en utilisant de la cryptographie asymétrique dans un canal non sécurisé, tout d'abord, Alice devrait construire une clé de chiffrement public et la donner à tout le monde, y compris Bob. Ensuite, Alice devrait construire une clé de déchiffrement privé et elle la garderait pour elle-même. Bob envoierait ensuite le message chiffré avec la clé publique et Alice, disposant de la clé de déchiffrement, pourrait déchiffrer le message. Maintenant, imaginons si Eve interceptait le message crypté par Bob, celle-ci ne pourrait pas déchiffrer le code car l'information nécessaire pour déchiffrer ce code est la clé privée et elle n'est pas échangée au cours de la communication. Alors, la cryptographie asymétrique existe bien dans la réalité, dans la théorie, pardon. Et au moment où ce concept a été créé, au début des années 70, il n'y a pas encore d'exemple pratique de cryptographie asymétrique. Il faudra attendre 1976 pour que Diffie, Hellman et Merkle conçoivent le premier échange de clés sécurisées. Malheureusement, celui-ci n'est pas utilisable car il n'est pas du tout adapté à l'expansion d'Internet. En 1978, c'est la création du RSA. Alors, ce nom est composé à partir des initiales des noms de ses créateurs, à savoir Ron Rivest, au milieu de l'image, Leonard Adleman, à droite de l'image, et Adi Shamir à gauche. Le RSA devient alors le premier système de chiffrement asymétrique utilisé. Alors maintenant, je vais passer à l'aspect un peu plus mathématique. Alors, je vais introduire la définition de fonction à sens unique. Le problème de Diffie, le problème qu'a rencontré Diffie dans sa création du premier mécanisme de cryptographie asymétrique est la création d'une fonction à sens unique. Une fonction à sens unique est une fonction telle que calculer l'image de la fonction à partir d'un nombre n est facile, tandis que calculer le nombre n à partir de l'image seule est très difficile, voire impossible. Alors la création de cette fonction à sens unique repose sur des principes d'arithmétique. L'arithmétique, c'est une branche des mathématiques qui étudie les nombres. Et plus précisément, ça va reposer sur les congruences. Et les congruences qu'on a traduites par des divisions euclidiennes que vous voyez ici. Alors, on va considérer les restes des divisions euclidiennes que l'on voit ici comme les images de la fonction unique. Et dans cette situation, retrouver n à partir du reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 17 va être très compliqué. On peut prendre l'exemple par exemple du reste de 13. Devinez que la puissance de 3 et 308 est très, très difficile. C'est pour ça qu'on dit que cette fonction est presque à sens unique. Avec des indications, avec des notations de congruence, on lit cette fonction 3x modulo 17. Alors maintenant, tout à l'heure j'ai dit que Alice crée des clés, une clé privée et une clé publique. On va maintenant rentrer dans les détails de ces créations. Tout d'abord, Alice prend deux grands nombres premiers, P et Q. Alors un nombre premier, c'est un nombre qui est seulement divisible par lui-même et par 1, dans l'ensemble des entiers naturels, bien sûr. Et Alice a pris l'exemple, alors elle a pris P est égal à 7 et Q est égal à 19.
Ensuite, elle pose n est égal à p fois q et m est égal à p-1 facteur de q-1. Voilà, après calcul, ça fait n est égal à 133 et m est égal à 108. Ensuite, elle prend un grand nombre entier E, premier avec m. Alors, deux nombres entiers sont premiers entre eux si ils ont un unique diviseur commun, qui est 1, dans l'ensemble des entiers naturels. Ici, Alice a pris E est égal à 5, il y avait plusieurs possibilités. Alors, enfin, elle prend D tel que E fois D soit un multiple de M plus 1. Ici, elle a choisi D est égal à 65. Alors, la clé publique est le couple N et E, et la clé privée est le couple ND. Alors, au niveau du chiffrement du déchiffrement, Bob va tout d'abord calculer. On considère le nombre entier M, le message que Bob veut transmettre à Alice, c'est un nombre, et pour cela, Bob calcule le reste de la division de M puissance E par N. Il trouve C. C est égal à 128 après calcul. On garde les valeurs qu'on a pris comme exemple pour les clés avec Alice. Ensuite, Alice reçoit le message crypté et calcule le reste D de la division euclidienne de C puissance D par N. Après calcul, elle trouve 32, donc on retombe bien sur la valeur M du message crypté par Bob. Alors, cette coïncidence est due notamment au petit théorème de Fermat. Alors, en conclusion, le RSA est utilisable. Il repose sur une fonction à sens unique. Donc, le seul moyen de casser le RSA est de trouver le couple ND connaissant le couple NE. Je rappelle que le couple NE est la clé publique, donc tout le monde l'a. Pour trouver le couple ND, la clé privée, il faudrait trouver P et Q à partir de N. N est égal à P fois Q, et P et Q sont des nombres premiers, donc il est très difficile de les trouver juste à partir de N. Donc ça devient un problème difficile lorsque N est grand. Les ordinateurs actuels battent régulièrement des records, mais il suffit d'augmenter la taille de N pour augmenter la sécurité. Alors, malgré la sécurité qu'il permet, le codage RSA présente des inconvénients. Il faut trouver de grands nombres premiers, P et Q secrets. Voilà. La sécurité est encore dépendante des capacités de calcul des ordinateurs. Capacité des ordinateurs qui augmente avec le temps. La quantité de calcul est énorme face à un chiffrement symétrique. Voilà. Bonjour, donc nous allons vous montrer la pratique du RSA. Donc dans un premier temps, nous allons vous montrer le programme que nous avons créé qui met en œuvre le principe de la RSA. Ensuite, nous allons vous montrer le principe du protocole de Diffie-Hellman. Puis nous ferons la signature numérique et enfin une brève conclusion. Donc vous voyez un aperçu du programme que nous avons créé pour créer la clé publique nécessaire au RSA. Donc pour commencer, comme l'a expliqué Antonin précédemment, nous choisissons deux entiers, Q et P, premier. Et donc nous avons pris Q égale 19 et P égale 7. Nous faisons ensuite le produit de ces deux nombres choisis, qui sera équivaut à M. Et ensuite, nous prenons M, donc M il est égal à Q moins 1 facteur de P moins 1. Nous choisissons un nombre E, donc premier avec M. Et ensuite, la clé publique se note E et N calculés précédemment.
Donc dans notre programme aussi, nous avons réalisé une clé privée, donc nous ne l'avons pas affichée, mais dans celle-ci, il fallait un nombre D, comme l'a expliqué Antonin, avec E fois D modulo N, donc le reste de la division euclidienne, soit égal à 1. Et donc cette clé privée se note Dn. Donc maintenant, pour ce qui est du chiffrement, nous avons utilisé une fonction puissance que nous pouvons voir ici. Avant de chiffrer un message, on doit le coder. Donc coder un message, c'est associer un caractère à un nombre. Et pour cela, nous avons utilisé une fonction sur Java qui, c'est le code ASCII en fait, qui associe un caractère à un nombre. Voilà. Donc après avoir obtenu ce message codé, il va falloir le chiffrer. Donc pour le chiffrer, nous nous servons de cette fonction puissance. Donc là, nous réalisons m puissance e, donc e correspondant que nous avions choisi précédemment, modulo n. Et donc là, nous obtenons un message chiffré. Enfin, pour déchiffrer le message chiffré, donc chaque caractère du message chiffré, on le met à la puissance d modulo n, et on retrouve le message chiffré, le message codé en ASCII. Et ensuite, on utilise la fonction inverse, donc, qui associe à un nombre ASCII le caractère correspondant. Donc maintenant, nous allons mettre en œuvre notre programme. Vous pouvez voir les lignes de code à votre gauche. Et dans la console, nous allons le faire marcher. Est-ce que quelqu'un a un mot à nous proposer pour illustrer l'exemple? Médiathèque. Très bien. Donc là maintenant, nous pouvons voir, donc, à partir du message initial, donc, qui est médiathèque, un code, le numéro en ASCII, donc codé en ASCII, c'est celui-ci qui correspond au M par exemple. Donc le M c'est le premier caractère, il se code en ASCII 109. Une fois chiffré, ce 109 deviendra 86, et bien sûr déchiffré, on revient au 109 initial, et donc c'est pareil pour tous les caractères, donc M, A, non, E, etc. Et à la fin, une fois déchiffré, donc on reprend tous les caractères déchiffrés et on les rassocie à la lettre avec la fonction inverse de ASCII, et puis on obtient Donc maintenant, nous allons voir des applications en pratique. Donc nous allons d'abord parler de l'échange de clés avec le protocole Diffie-Hellman. Donc c'est une application non pas de la RSA, mais plutôt de mathématiques sous-jacentes. Ensuite, nous ferons la signature numérique. Donc le principe, c'est le même que pour la signature classique, il suffit juste d'authentifier un document. Donc pour le protocole Diffie-Hellman, nous choisissons deux personnages, donc là en l'occurrence Alice et Bob, qui tentent de communiquer sur un réseau non sécurisé, mais de façon secrète. Donc dans un premier temps, Alice et Bob choisissent ensemble un nombre P, donc un très grand nombre P de préférence, qui est premier, et A un entier positif qui est inférieur à P-1. Donc là par exemple, nous avons choisi P égale 17 et A égale 15. Donc ensuite, Alice choisit de son côté un grand entier x de façon aléatoire, et Bob fait de même de son côté en choisissant un nombre y. Donc pour l'exemple, nous avons pris x égale 26 et y égale 12. Donc Alice et Bob vont alors désormais faire des calculs chacun de leur côté, ce qui va permettre à l'échange de clés sécurisé. Donc tout d'abord, Alice va faire le calcul a puissance x modulo P, donc divisé par P et obtenir un reste qui sera 4. Et du côté de Bob, il fera de même, mais avec Y, donc A puissance Y modulo P. Pour la suite du protocole, nous allons retenir les restes qui sont 16 et 4. Donc Alice et Bob s'échangent les deux valeurs qu'ils ont trouvées. Donc Alice se retrouve avec la valeur calculée par Bob, et la met à la puissance x, le nombre qu'elle a choisi, modulo 17, et elle trouve un entier. Du côté de Bob, il calcule avec le nombre d'Alice à la puissance y, modulo 17, et il trouve le même nombre d'Alice qu'Alice.
Donc la valeur finale est la même pour Alice et Bob, mais elle est inconnue de Eve qui a tenté d'intercepter, de comprendre le message, car il lui aurait fallu X et Y qui sont restés secrets. Alors maintenant, intéressons-nous à la signature numérique. Donc la signature numérique, pour cela, il nous faut un système de cryptographie, donc comme la RSA par exemple, et une fonction de hachage. Alors une fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique qui permet de calculer une empreinte à partir d'un texte donné. Celle-ci est incompréhensible, indéchiffrable, elle est caractéristique du texte. Donc là, dans cet exemple, Alice et Bob tentent de communiquer. Et Bob essaie de savoir si Alice est bien la destinataire du message. Donc Alice crée son message et à l'aide de la fonction de hachage, crée l'empreinte de son document. Donc ensuite, l'empreinte de ce document, elle va le chiffrer à l'aide de sa clé privée et elle va l'envoyer à Bob. Donc Bob recevra le message et la signature. Et donc à l'aide de la fonction de hachage, il va calculer l'empreinte du message et à l'aide de la clé privée d'Alice, il va déchiffrer la signature et obtenir également une empreinte. Et donc après, il va comparer ces deux empreintes, comme on peut le voir sur le schéma. Donc si ces deux empreintes sont identiques, ça signifie donc que c'est bien Alice qui a envoyé le message. Au contraire, si elles sont différentes, le message d'Alice a pu être intercepté par Eve, ou Eve tente de se faire passer pour Alice auprès de Bob. Donc finalement, de tels protocoles sont encore utilisés actuellement. Donc, notamment pour des transactions sécurisées, donc financières par exemple, lorsque sur Internet, vous donnez vos codes bancaires pour acheter, peu importe que ce soit, et bien c'est des transactions sécurisées et ça peut être de tels protocoles. Donc en théorie, il n'existe pas de moyen pour déchiffrer la RSA. Toutefois, on sait que ce programme a été créé par l'homme, donc il est possible qu'il y ait des ralentissements si les chiffres choisis sont trop importants, enfin trop grands. Voilà. Donc tout est question de calcul de puissance, c'est-à-dire de nos jours, les ordinateurs sont de plus en plus performants, donc il faut sans cesse augmenter la taille des clés pour toujours garantir la sécurité. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, je reprends les rênes. Donc, cette fois-ci, on est parti de quelque chose qui était tout à fait utile, donc le RSA. Et là, je prends quelque chose qui n'en a pas l'air pour le moment. Donc, courbe elliptique et le sous-titre mathématiques, informatique et cryptographie. Et avec ça, personne n'est encore sorti de ça. Donc, en fait, c'est parce que nous allons être au carrefour entre les trois. Mathématiques, parce que ce sont des objets mathématiques. Informatique, parce que ça sert en informatique. Et cryptographie, bien sûr, ça sert aussi en cryptographie. Donc, allons-y. D'abord, je vais vous présenter ce qu'est une courbe elliptique et à quoi elle va nous servir. Donc, quelles sont ses propriétés. Et puis, ensuite, je vais m'intéresser au problème du logarithme discret. Donc, vous voyez que c'est la présentation exotique, en fait. Il y a beaucoup de noms un petit peu étonnants à première vue. Mais ce problème de logarithme discret, c'est celui qui, justement, va nous être le plus utile. Donc, allons-y. Alors, d'abord, la définition d'une courbe elliptique. C'est la diapositive équation. L'équation est ici. Si on prend l'ensemble des nombres réels, donc les nombres réels, ce sont tous les nombres que l'on connaît, qu'on utilise le plus courant. Donc, ce sera les nombres entiers, les nombres à fractions, les nombres décimaux, les nombres irrationnels, racine de 2 et consorts. Nous prenons le plan que nous connaissons aussi, dans lequel on place des points depuis l'école primaire, et nous allons considérer un ensemble de points qui vérifie une équation. Alors l'équation, voilà, je ne sais pas qui l'a inventé initialement, mais ça va être l'équation d'une courbe elliptique. Donc cet ensemble de points x, y, tel que y égale x cube plus ax plus b, donc a et b, je les choisis comme je veux. Et on lui ajoute, alors c'est là la partie un peu étrange, on lui ajoute un point dit à l'infini, parce qu'il n'est pas sur le plan,
mais pour que la courbe elliptique se comporte bien, il faut qu'il y ait cette partie qu'on trace et ce point à l'infini qu'on garde quelque part dans un coin qu'on imagine. Et donc on obtient une courbe elliptique sur R. Alors sans plus attendre, voilà à quoi ressemble une courbe elliptique si on la trace. Mon équation y carré égale x cube moins x, j'obtiens ça. Donc là, pour faire poétique, on a une espèce de goutte qui se détache, dirais-je. Mon point à l'infini n'est toujours pas ici, il est quelque part, je ne sais pas. Je vais vérifier quand même que mon équation correspond bien à mon dessin. Y carré égale x cube moins x, ça veut dire que le point de coordonnée 0, 0 est dans ma courbe, puisque si y égale 0, x égale 0, ça marche. Donc il est ici. Donc a priori, je ne me suis pas emmêlé les pinceaux quand je faisais la présentation. Voilà. Si on prend un autre exemple, on obtient un autre cas de courbe elliptique. Donc ça dépend un petit peu des équations de la courbe. Cette fois-ci, ma goutte ne s'est pas détachée, j'obtiens juste une espèce de courbe. Et puis là, on a une espèce de cas limite dans lequel ça fait une petite boucle. Voilà. Donc tous ces exemples de courbes elliptiques, pour le moment, ont l'air surtout artistiques, mais en fait, ils vont être très utiles. Et nous allons voir maintenant. Parce qu'à partir d'une courbe elliptique, on peut définir un opposé, une addition, un nouvel ensemble, bref, tout ce qu'on aime. D'abord l'opposé, si je prends un point appartenant à la courbe elliptique qui est ici, je vais m'amuser à définir l'opposé en disant que son opposé, ce sera le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, qui est ici. Et puis je suis certain en fait que ce symétrique appartient à la courbe, c'est surtout ça qui est important. Et donc à partir du moment où il appartient à la courbe, j'ai tout à fait le droit de dire, j'invente l'opposé de mon point et ce sera son symétrique, soit. Alors, ça n'a pas l'air de servir à grand chose pour le moment, mais on continue. Maintenant, je vais créer une addition, soyons fous. Je prends deux points de la courbe et je sais que la droite qui joint les deux, qui relie les deux, va couper la courbe en un troisième point. Et donc ce troisième point, sur mon exemple, je note R. Et je sais que ce point existe, ça c'est une propriété, on pourra le démontrer. Je connais d'ailleurs ses coordonnées en fonction de celles de P et Q. Et donc ce point, je vais maintenant prendre son symétrique, et donc il est ici, et je dis que ce point de la courbe c'est P plus Q. Donc maintenant j'ai défini l'addition sur la courbe elliptique. Donc il nous reste un petit peu quelques cas particuliers à voir, ça va être très rapide. Par exemple, vous pourriez me dire, mais le point à l'infini, celui qui n'est pas sur le plan, celui qui est quelque part, il appartient bien à la courbe elliptique, donc il faut aussi se débrouiller avec lui. Donc, si par exemple, je pose, alors ça c'est pour l'addition d'un point avec son opposé, je vais dire que c'est égal au point à l'infini, comme ça je ne m'embête pas. Le point à l'infini, je vais dire qu'il ne va rien changer, il va se comporter comme une sorte de zéro, n'est-ce pas? Donc P plus O égale P, quel que soit le point de la courbe. P plus moins P égale O, c'est parce que si j'ai un point P et sont symétriques, vous pourriez dire que justement la droite qui relie les deux ne recoupe pas la courbe elliptique, donc je vais dire qu'elle la recoupe à l'infini pour ne pas m'embêter. Et puis quant à faire le double d'un point, ça va nous être utile, je prends mon point ici, je prends la tangente, puisqu'il n'y a pas de point à relier, donc je vais juste prendre la tangente à la courbe, et puis considérer donc la somme de P et de P qui est ici. Voilà. Donc pour le moment, ça a surtout l'air d'être assez amusant, mais pas forcément utile, alors ça va l'être, ne vous inquiétez pas. Déjà, nous pouvons être contents de nous parce que nous avons créé un nouvel ensemble. L'ensemble, ce sont les points de la courbe elliptique, et que cet ensemble, il est muni d'une loi d'addition, ce qui signifie qu'on peut additionner deux points sur la courbe elliptique, soit. Et puis on peut même les multiplier par un entier, puisque ça revient à additionner des termes de courbe. Alors maintenant, passons au problème du logarithme discret. Donc avec un nom pareil, c'est forcément intéressant. On va le voir de manière générale, on va le voir dans les courbes elliptiques, et c'est là qu'il va nous être utile, pour la cryptographie. Alors de manière générale, si on considère un ensemble de points, un ensemble, pas forcément de points d'ailleurs, un ensemble d'éléments, et puis dans lesquels j'ai réussi à inventer une addition, je peux les additionner deux à deux. Je prends un élément et puis maintenant je calcule n fois a, donc n entier, alors ça peut être un très grand entier, comme je veux. Et puis n fois je dénote b, d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis j'aimerais retrouver a, ou n, mettons. Et bien ça c'est difficile. C'est difficile, vous pourriez dire que
si A, si N et si B sont des nombres, ça va pas trop poser de problème. Parce que pour les nombres, on a tout simplement la division déjà. Alors là, je n'irai pas très loin, justement. Sinon, on a le logarithme, ce qu'on appelle le logarithme réel, donc le logarithme continu. Puisque le logarithme, si on prend le logarithme d'un produit, on obtient la somme des logarithmes. Donc là, je retrouverai mon entier n à partir de a et b, grâce à cette fonction. Sauf que j'ai dit des ensembles d'éléments quelconques, donc pas forcément des nombres, et donc pas forcément un logarithme, et même pas forcément une division. Alors si vous me demandez un exemple de ceci, nous venons de le voir, parce que sur la courbe elliptique, je n'ai pas inventé la division, je n'ai pas inventé le logarithme, donc je n'ai pas grand chose, en fait, je n'ai que mon addition, et en fait je n'ai rien d'autre, tout simplement. Et ça va être très difficile, c'est là que ça va poser un problème. Donc un point P de la courbe, si je l'additionne n fois avec lui-même, ben, j'ai du mal à retomber dessus. J'ai du mal à retrouver P, j'ai du mal à retrouver N, bref, c'est une catastrophe. Ça va dépendre un petit peu des courbes elliptiques utilisées, donc ça, ce sont des contraintes, on va dire, techniques. Et puis, je vous ai défini des courbes elliptiques sur l'ensemble des réels, pour qu'on puisse les tracer dans le plan, qu'elles soient jolies. Mais dans la pratique, on va aussi utiliser des ensembles un peu plus abstraits, un peu plus compliqués. Donc avec tout ça, forcément, le problème du logarithme discret est un problème. D'ailleurs, si quelqu'un me donne une solution, je l'écouterai avec beaucoup d'attention, parce que, en définitive, on n'en a pas vraiment. Et j'ai justement parce que c'est un problème de retrouver N, enfin de retrouver P à partir de NP, que ça va nous servir en cryptographie. Alors, le protocole de Diffie-Hellman adapté. Vous venez de voir avec le RSA. Cette fois-ci, il est question de courbe elliptique, donc il n'est plus question d'entier, il est question principalement de points. On choisit un point P sur la courbe, un point P public, donc tout le monde le connaît. On choisit, alors du côté d'Alice, un entier NA, un grand entier de préférence, c'est toujours mieux. Du côté de Bob, un entier NB. Et puis Alice calcule NA fois P, donc P plus P plus P plus P plus P. Enfin, en disant que l'ordinateur d'Alice le calcule, parce que si c'était Alice, ça prendrait du temps. Donc elle envoie le résultat à Bob. Bob fait la même chose de son côté avec son entier NB. L'envoie à Alice. Donc ils se sont échangés les valeurs. Et à la fin, chacun calcule NB, NA, P. Donc ce nouveau point. Vous voyez qu'ils arrivent sur le même point. Parce que si je fais NB, NAP, ça fait la même chose que NA, NBP. Bref. Donc on arrive sur le même point sur la courbe elliptique, donc on arrive à une information commune. Mais qu'est-ce qu'ils ont échangé? Ils ont échangé NAP et NBP. Et donc à partir de ce qu'ils ont échangé, je ne peux pas arriver à l'information secrète commune, parce qu'il faudrait soit NA, soit NB, et que ceux-ci sont restés bien sûr secrets. Donc là, en fait, c'est une adaptation du protocole de Diffie-Hellman, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait avec la RSA, donc avec l'arithmétique. Et pourquoi ça ressemble beaucoup? Parce que ce qu'on utilisait en arithmétique, c'était le même problème. C'est-à-dire que si on prenait un nombre, par exemple 3, qu'on mettait à une puissance monstrueuse, par exemple 300, et qu'on prenait son reste dans la division par 17, eh bien, pour retomber en fait sur 3 ou pour retomber sur 300, rien qu'à partir de ce reste, c'était un calvaire. Et là, c'est la même chose. Donc le logarithme discret, en fait, est vraiment le problème qui nous intéresse. Le logarithme discret, parce que dans l'ensemble, le logarithme continu marche très bien, mais dès qu'on est dans un ensemble un petit peu différent, on n'en a plus. Et notre logarithme discret, ça veut dire que calculer NA fois P, c'est un petit peu à sens unique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans les courbes elliptiques, donc je ne vous parle que du protocole de Diffie-Hellman, parce que je vais éviter, en continuant dans la théorie, que des gens s'évanouissent dans la salle. Mais on pourrait créer un algorithme de chiffrement asymétrique complet, qui ressemblerait beaucoup au RSA. À partir de cette théorie, en restant dans quelque chose de très abstrait, on créerait un algorithme de chiffrement asymétrique. Un algorithme de chiffrement asymétrique un peu plus général, puisque moi c'est toujours mon problème de logarithme discret dans un cadre très ouvert, et un peu plus performant. Alors, performant en termes de mémoire, parce qu'on a besoin de clés moins grandes, en termes de mémoire informatique. Pas forcément performant en termes de calcul, parce que les calculs sont un peu plus compliqués. Quant aux courbes elliptiques, elles suivent leur chemin, puisqu'on les a inventées il n'y a pas très longtemps, c'est un domaine récent des mathématiques, qui fait partie de ce qu'on appelle la géométrie algébrique. Et elles sont utilisées aujourd'hui dans des domaines variés. Alors, pour ne citer qu'un exemple, un grand théorème récent, le grand théorème de Fermat,
a été démontré en utilisant des courbes elliptiques. C'est vraiment une théorie récente, et d'ailleurs pas initialement développée pour faire de la cryptographie. Là, je m'égare. Et alors, ce qui est amusant avec ces courbes elliptiques, c'est qu'elles permettent de factoriser des entiers. Vous voyez qu'avec elles, je peux à la fois chiffrer et puis pourquoi pas cryptanalyser le RSA, si j'en ai vraiment envie. Puisqu'on avait vu que pour décrypter le RSA, il fallait factoriser, donc décomposer un entier en un produit de facteurs premiers, de noms premiers. Donc, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à la fois pour chiffrer et pour décrypter si on y arrive. Voilà, donc un domaine un petit peu théorique, mais qui a un bel avenir devant lui sans doute, pas forcément très utilisé encore aujourd'hui, mais qui montre que les mathématiques, même dans leur développement les plus récents et les plus abstraits, peuvent être utilisées dans l'informatique avec succès aujourd'hui. Voilà. Voilà, alors maintenant je pense que nous pouvons accueillir monsieur Jean-Louis Hannet, justement, parce que pendant tout le temps où nous développions la théorie, il y a certainement quelques commentaires à nous faire, étant donné que nous c'était beaucoup de théorie, donc beaucoup de le RSA dans la théorie, comment ça marche, la théorie mathématique derrière, etc. Et lui dans la pratique, je ne sais pas ce qu'il en pense. Merci à tous les élèves de terminale. Alors j'aurais juste quelques petites remarques. Dans la partie Stegano, c'est pas 197 que tu as écrit, 195. Ça fait une petite erreur. Alors, on remarque l'informaticien, c'est qu'il parle le binaire. Un informaticien, c'est ça. Il voit de suite parce qu'il va raisonner en termes de binaire. Non, c'est pas une erreur. Et non, parce que 1, 0, 1, 1 c'est 1, 0, 0 c'est 4, 4 plus 1, 5. Ok, c'est petite question pour Antonin. C'est quoi une longueur de clé qu'on peut utiliser aujourd'hui? C'est quoi quelque chose qui est raisonnable pour du RSA? Plus. 1024, aujourd'hui est considéré comme faible. Donc c'est du 2048. D'accord, voilà. 2048, c'est quelque chose qui est raisonnable. C'est-à-dire que n'importe qui ne le cassera pas. Et nos amis américains, eux, ils vont le casser. D'accord? Et, oui. C'est bien 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1. À la fin, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. On va faire très bien. À la pause, C'était une conversation entre informaticiens. Alors, maintenant une petite question à ces dames. Voilà, ces dames. Vous avez codé un RSA, enfin, vous avez codé une exponentiation, une puissance. Quelle était la longueur de votre clé? La longueur de la clé que vous avez utilisée. C'est-à-dire la valeur que vous avez montée en puissance. Dans votre exemple, c'était 5. 5 est codé sur combien de bits? 3 bits. D'accord? 3 bits, c'est fait. Mais on viendra après sur ce point-là. Bon, là j'ai un petit souci, d'affichage. C'est pas grave, je le résoudrai à la pause. Donc Antonin a dit aussi, il faut des ordinateurs puissants pour faire, d'accord. Aujourd'hui, vous faites un achat avec votre carte bancaire, vous avez sur la facturette, il y a marqué un truc qui s'appelle empreinte. C'est une signature numérique faite par un RSA dans une carte à puce. D'accord. Donc tous les jours, vous faites du RSA. D'accord. Vous faites du RSA avec une carte à puce. Puissance de calcul d'une carte à puce. C'est quoi? Alors ça, c'est ce que je donne, l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est exactement la puissance de calcul qu'avait le LEM en 69 quand il s'est posé sur la Lune. Vous faites du RSA avec
avec une machine qui date des années 60. Voilà. Donc il y a besoin de calcul, de puissance de calcul, mais finalement, pas tant. Pourquoi ? On va voir pourquoi, parce qu'il y a une astuce, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, la problématique qui a été montrée, c'est le RSA, c'est très difficile à casser, parce que c'est basé sur un problème mathématique, qui est la factorisation des grands nombres. Effectivement, c'est un problème mathématique, et on ne sait pas casser le RSA avec cette hypothèse. Après, mais l'attaquant, lui, c'est quelqu'un d'honnête? Ah non, l'attaquant n'est pas honnête. Il ne va pas jouer le jeu du mathématicien. Le mathématicien, il repose toute sa théorie sur on n'est pas capable aujourd'hui avec une machine de faire une exponentiation dans les temps raisonnables. Et bien l'attaquant, lui, c'est pas grave, il ne fera pas d'exponentiation, il va se débrouiller autrement. Donc là, l'idée, c'est, ok, sur mon tableau noir, en théorie, c'est parfait, je ne peux pas attaquer, et on va voir qu'on peut malgré tout l'attaquer. Excusez-moi, j'essaie de résoudre mon petit problème. Comment je peux résoudre ? Voilà, à part ça, vous voyez que maîtriser l'informatique aujourd'hui c'est difficile. Ah, ça va. Une chanson, voilà. On me réclame une chanson, je refuse, bien sûr. Il n'empêche. Effectivement, je dois dire que les exemples qu'on a utilisés en fait, pour le RSA, bon, je défends mes élèves, les exemples qu'on a utilisés pour le RSA en fait, étaient des petits exemples. C'est vrai que dans la pratique, on utilisera plutôt des très grands nombres, mais dans la pratique, les calculs prendront plus de temps et voilà. On s'est contenté de nombres relativement faibles, et puis on a quand même regardé d'un point de vue théorique comment ça fonctionnait. Alors ce qui est tout à fait vrai justement, c'est que l'attaquant n'est pas honnête et n'est pas gentil. Donc nous étions plutôt gentils avec nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas dit, nous ne sommes pas demandé quelles étaient toutes les manières honteuses dont on pouvait chercher à décrypter les RSA. Donc on ne s'est pas tellement intéressé à cette partie-là. Mais c'est bien pour ça. Bien, donc là, on a vu, les étudiants nous ont fait un algorithme, donc ils ont bien montré comment ça, en théorie, ça fonctionnait, et l'attaquant, donc c'est bien basé sur le fait que l'attaquant ne sait pas faire une factorisation dans des temps raisonnables. Le problème, c'est que ça, c'est au tableau, et dans la vraie vie, c'est un microprocesseur qui va l'exécuter, le microprocesseur étant le cœur de votre ordinateur. C'est quoi un microprocesseur? C'est basé sur plein de transistors. Ah, et là, on commence à faire de la physique. Un transistor, c'est quoi? C'est une porte, c'est quelque chose qui va commuter. Donc on va mettre un petit peu d'énergie dans la base de mon transistor, et d'un seul coup il va passer dans un autre état. Un état haut, un état bas, et c'est tout. On va s'arrêter, on ne donnera qu'un petit coup d'énergie, et il change, il va commuter d'état. Et quand on va faire ça, on va avoir un pic de consommation électrique. On va consommer un peu d'énergie pour le faire changer d'état. Et un ordinateur est cadencé par une horloge. Donc toutes les microsecondes, eh bien, notre ordinateur va faire un pas de calcul. Et donc, toutes les microsecondes, il va consommer. D'accord? Il va consommer en faisant commuter des milliers de transistors à chaque commutation. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut caractériser, en regardant la consommation électrique, quelle instruction il a fait. Et donc, voilà, donc c'est typiquement, eh bien, on va observer, donc on voit bien un cadencement, et derrière, entre deux pics, eh bien, on a une marque, on a une trace, et cette trace-là sera la consommation électrique de notre attaquant. Alors non seulement un commutateur, quand il commute, il consomme de l'électricité, mais en plus, il génère des rayonnements électromagnétiques. Donc il suffit de mettre, il faut faire, mais une sonde électromagnétique à côté, et on est capable de lire la trace d'exécution de notre programme. On est capable de reconstituer l'exécution du programme lorsqu'il va s'exécuter. Et en plus de voir l'instruction, on va voir certaines variations sur une instruction
qui vont dépendre des données manipulées. D'accord? Donc je suis capable non seulement d'avoir le programme, mais je suis aussi capable d'avoir les données manipulées, juste en regardant la consommation électrique. Alors à quoi ça va me servir? Ce qu'on appelle vulgairement en sécurité informatique de reverser, donc faire de rétro-engineering, récupérer le programme que je n'ai pas développé, mais je vais aller le chercher, je vais l'obtenir. D'accord? Je suis capable d'avoir le programme, et je suis capable d'avoir les données manipulées par le programme. Évidemment, si on va parler de cryptographie, je récupère mes clés. Donc question, voilà, donc c'est bien ça. Donc entre ma consommation, entre le début d'une transaction financière et sa fin, la carte à puce va faire un certain nombre de choses. Et ce certain nombre de choses, eh bien, je suis capable de dire, voilà, il m'a fait l'addition, il m'a fait une soustraction, il m'a fait une multiplication, etc. Et quand il a fait l'addition, il a additionné 2 avec 3. Alors, c'est pas si simple que ça. Hein. Derrière, il y a du traitement du signal, il y a beaucoup de travail, mais finalement, on arrive relativement facilement à le faire. Donc, je reviens sur le RSA. Donc, l'idée pour l'attaquant, quand je fais mon équation qui me permet d'encrypter le message en clair Y pour obtenir X, l'essentiel, c'est d'arriver à trouver D. D, c'est la clé secrète. Je veux essayer d'obtenir mon D, et donc, eh bien, l'attaquant, lui, ce qu'il va faire, il va essayer de l'obtenir sans rien savoir du système sur lequel il va l'exécuter. Il va essayer de l'obtenir simplement en regardant sa consommation électrique. Alors, mesdemoiselles, j'ai repris un fragment de votre programme, merci d'avoir... j'ai obtenu les slides il y a 2 jours, je les ai bien parcourus, et j'en ai profité pour leur piquer un petit bout de programme à Anne. Je me permets aujourd'hui de commenter les asticotés. Alors, on était sur une multiplication, une montée à la puissance de x puissance 5. Effectivement, on fait x, le multiplie x, le multiplie x, le multiplie x. Ça, c'est trivial, c'est la façon dont tout le monde le ferait. D'accord? 1, c'est très coûteux. 2, c'est très naïf. D'accord? Pourquoi c'est très coûteux? Il faut se poser la question quand on fait des algorithmes en informatique, la complexité de l'algorithme. Combien ça va coûter de le réaliser? Alors, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Ça va être fonction de la longueur de ma clé. D'accord? Et si je prends une clé de 1024, je vais devoir faire 2 puissance 1024 opérations. D'accord? Et sur une carte à puce, les gens sont très rusés. Eux, ils le font en log de n. Donc log de 1024. Donc eux, dans la carte, ils feront 1024 opérations, pendant que vous, sur l'exemple que vous avez donné, vous allez faire 2 puissance 1024. D'accord? Alors après, on peut se poser la question, 2 puissance 1024, ça fait combien? Vous avez une idée de combien ça fait? Alors beaucoup, c'est certain. Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, sur une carte à puce, voilà, c'est 10 millisecondes pour faire une signature. Donc on a 1024 bits, une longueur de 1024, 1024 ça se code sur 2 puissance 10, d'accord? En un jour, combien j'ai de fois de 10 millisecondes? Eh bien, je l'ai en 2 puissance 33, en une année en 2 puissance 41, 1 milliard d'années, j'en aurai 2 puissance 71, et alors mon 2 puissance 1024, hein, vous êtes mort. Vous ne verrez jamais le résultat de votre signature. D'accord? Un autre problème, vous avez codé ça sur des entiers. Hein, vous avez dans votre JavaScript, vous l'avez codé sur des entiers. Un entier, donc la taille de votre clé, vous l'avez mis sur un entier. Un entier en mémoire, ça représente quoi? Alors si on n'est pas très riche, hein, on a acheté des ordinateurs qu'on appellera 32 bits, la largeur de notre bus est de 32 bits, donc on est capable de coder un entier sur 32 bits, donc 2 puissance 32. Un peu plus riche, j'achète une machine 64 bits, 2 puissance 64. Je suis très riche, je vais aller chercher des machines en 128 bits, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, 2 puissance 128. Je suis encore très loin d'avoir du 2 puissance 1024. Faire une opération d'addition, de multiplication sur de très grands nombres, il faut développer des opérations arithmétiques. Il n'y a pas d'addition sur de tels nombres. D'accord? Donc, vous aviez un problème de représentation mémoire, impossible de représenter une clé supérieure à 2 puissance 32, et puis un problème de calcul. D'accord?
si, d'accord, bon, bah, c'est quasiment infaisable. Si. C'est faisable parce qu'en fait, on peut s'apercevoir qu'un nombre n, peut se décomposer en a de p 2 puissance p, a de p moins 1 de puissance p moins 1, etc., jusqu'à revenir à 0, en ayant pour a les valeurs 0 ou 1. Par exemple, si je prends 14, 14 c'est eh bien, c'est 1 de puissance 3, plus 1 de puissance 2, plus 1 de puissance 1, plus 0 de puissance 0. Soit, donc, 14 se codera donc 1, 1, 1, 0. Donc, sa représentation binaire. Je suis capable de dire, d'avoir une représentation de mes nombres et pouvoir faire des calculs de clés, enfin des calculs de signature, avec un algorithme très simple qui va être pour tout i allant de 0 à p, p étant la longueur de ma clé. Si mon a de i vaut 1, alors je fais une multiplication, et dans tous les cas, je fais une élévation au carré. Et avec ça, je fais mon exponentiation. D'accord? Et ça, je le fais de 0 à p, donc je le ferai 1024 fois. Et donc ça ira très très vite. Donc ça, c'est carte à puce, carte bancaire qu'on utilisait en France jusque dans les années 95. Marche très bien. Et c'est un algorithme qu'on appelle square and multiply, puisqu'on va faire un square monté au carré et une multiplication au cas où on en a besoin. Et ça représente un gros danger. Et en 96, est arrivé les attaques qu'on va appeler par analyse de courant. Donc on va regarder comment va fonctionner le programme. Alors ça c'est donc une implémentation naïve mais fonctionnelle de mon programme, et donc on voit bien que je fais une montée au carré avec y égale y fois y, modulo n, et sinon, si le bit de ma clé est à 1, alors je fais x est égal à x fois y. On peut s'amuser à le faire tourner pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc dans le premier cas, le bit de la clé étant à 0, je ne vais faire qu'un carré. Ensuite, je passe au bit suivant, il est à 0, je vais faire qu'un carré. Et au dernier moment, le bit de ma clé est à 1, je fais un carré suivi d'une multiplication. D'accord? Donc un algorithme comme ça, quand je l'exécute et je regarde sa trace de courant, c'est ça. C'est exactement le fonctionnement de votre système. Et si on regarde bien, bah, tout simplement, je suis pas capable, ah non, il y en a un ici. André, au secours. Là, je suis vraiment mauvais. Je suis sur le côté. Ah, donc là, on va voir que je fais un square, suivi d'un multiply. Un square suivi d'un multiply, square, multiply, square, square, multiply. Je dis ma clé. Ma clé secrète, la voilà. D'accord? Alors ça, j'ai assisté à une démonstration de ceci en 97. Mon entreprise, c'était G+, maintenant Gemalto. Donc la première des choses qu'on a cherché à savoir, est-il possible de casser les clés, donc le mécanisme de paiement, très facilement. Ça, donc la démo, c'était quelqu'un dans la salle peut prêter sa carte bancaire, la carte bancaire. 2 minutes après, voici ma clé. Voici la clé stockée dans ta carte, facile. 2 minutes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'attaquant, il n'a pas joué le jeu. Il ne s'est pas amusé à faire une exponentiation. Ce n'est pas son problème. L'attaquant, lui, prend tout ce qu'il a à sa disposition. Et en particulier, le fait qu'un microcontrôleur, quand il s'exécute, il laisse fuir de l'information. Vous allez me dire, mais oui, mais attends, ton algorithme, il est un peu bébête. Et là, tu me fais un square, et puis effectivement, en fonction du bit de la clé, tu me fais, eh bien, la contre-mesure, elle est évidente. Donc, si je fais mon square, et puis si le bit de la clé est à 1, je fais ça, et s'il est à 0, il suffit